Salut! Vous vous rappelez, pendant ma vidéo d'introduction, je faisais semblant de lire un livre. Eh ben, ce livre, c'est pas n'importe quel livre. C'est Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive de Silvia Federici. Et on va en parler aujourd'hui. Caliban et la sorcière, il a été publié pour la première fois en 2004 aux États-Unis. Il a été écrit par Silvia Federici, qui est une universitaire, une enseignante en sciences sociales et une féministe italienne. Je pense que après Harry Potter, c'est le livre que je cite le plus. Pourquoi ? Parce que c'est le premier livre qui m'a fait aimer l'histoire. Parce que vous voyez, quand j'étais au collège et au lycée, l'histoire, je voyais ça comme la matière où on a un tas de noms d'édits, de gouvernants, de guerres, des dates, bref, des listes, des frises à apprendre par cœur qui ont pas beaucoup de sens pour moi, voire c'était vraiment carrément chiant à l'époque. Et du coup, Silvia Federici, dans Caliban et la sorcière, elle fait pas du tout le même type d'histoire. Et c'est pas l'histoire avec un grand H, la grande histoire officielle écrite dans la plupart des livres, mais c'est une histoire avec un petit H, une histoire du peuple, et surtout ce qui va nous intéresser ici, une histoire des femmes. Comment expliquer l'exécution de centaines de milliers de sorcières à l'aube de l'époque moderne ? Pourquoi l'apparition du capitalisme s'est accompagnée d'une guerre menée contre les femmes ? Vous l'aurez peut-être compris, dans son livre, Silvia Federici va s'intéresser à la fameuse chasse aux sorcières. Et du coup, nous aussi, on va en parler. Mais on va en parler surtout dans la deuxième vidéo. Pendant la première vidéo, je vais surtout faire un travail de contextualisation. Parce que le livre de Silvia Federici s'intéresse à une période assez large qui va de la fin du Moyen-Âge. Alors, il n'y a pas de date officielle de la fin du Moyen-Âge, mais ici, on va dire que ça va du XIIIe au XVe siècle. Donc, fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, pendant cette vidéo de contextualisation, je vais un peu resituer qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge, comment on glisse vers la fin du Moyen-Âge, comment on organise les richesses à cette époque, en gros, comment la société est organisée économiquement, et comment les paysans et les femmes du peuple vivent. Au Moyen-Âge, le système qui organise la société s'appelle le féodalisme, et les richesses sont produites dans un cadre particulier qui est le servage. C'est le mode de production majoritaire depuis le 5e siècle. Avant, c'était l'esclavage sous l'Empire romain. Qu'est-ce que c'est le servage ? Eh bien, il y a des gens qui travaillent sur les terres du seigneur, qu'on appelle les serfs et les serves. Leur possession et eux-mêmes appartiennent entièrement au seigneur. En échange de leur travail sur ces terres, les paysans et les paysannes ont accès à des moyens de production comme des fours, des moulins et surtout des terres. Ils ont aussi droit à un lopin de terre pour leur usage propre, pour survivre, qu'on appelle la manse. En plus de ça, le seigneur possède des biens comme des lacs ou des forêts qu'il met à disposition sans contrepartie des paysans et des paysannes. C'est ce qu'on appelle les communaux. L'organisation du travail est donc locale, à l'échelle surtout du village féodal, et aussi collective. Mais faut pas penser que ça fait du village féodal une communauté d'égaux. Les femmes, par exemple, ne sont pas considérées comme étant égales aux hommes. Mais il y a plusieurs choses qui limitent leur dépendance vis-à-vis d'eux. Déjà, parce que au Moyen-Âge, les hommes et les femmes ont tous le même supérieur, qui est le Seigneur. C'est lui qui décide d'un grand nombre d'éléments de la vie
des paysans et des paysannes, comme qui vit avec qui produit quoi, qui se marie avec qui, etc. Ensuite, les femmes, au même titre que les hommes, accèdent aux moyens de production. Et pour terminer, elles sont spécialisées dans des tâches qui leur donnent une place à part entière et indispensable dans la survie de la communauté paysanne. C'est ce qu'on appelle des tâches reproductives. Elles se passent surtout dans le foyer et elles sont très diverses, comme s'occuper des animaux, faire des vêtements ou les réparer, filer la laine, s'occuper des enfants, il y a d'autres tâches de soins et faire des récoltes. Du coup, cette spécialisation, elle leur donne du pouvoir et de la protection. Cette époque n'est pas paisible. Les paysans et les paysannes se révoltent très souvent pour améliorer leurs conditions de vie ou en tout cas éviter qu'elles se détériorent trop. Concrètement, leur révolte concerne les charges et les impôts qu'on leur demande, éviter qu'ils augmentent trop, et aussi le travail qu'ils doivent sur les terres du Seigneur, en échange de rien. Le résultat de ce conflit entre seigneur et serf, c'est ce qu'on va appeler la commutation des services en travail en paiement en argent, au XIIe siècle. Du coup, ça commence à être la fin du Moyen-Âge. Alors ça veut dire quoi? Parce que c'est un terme un peu relou, mais en fait ça veut juste dire que ce que devaient les paysans et les paysannes en travail au seigneur, eh bien ils vont le devoir en argent maintenant. Ça vient profondément bouleverser l'organisation de la société paysanne et creuser les inégalités entre les paysans qui avaient de grandes terres et donc de l'argent parce qu'ils pouvaient vendre des choses de leur récolte par exemple, et ceux qui n'en ont pas. Donc on se retrouve avec des paysans et des paysannes sans terre touchés d'endettement pour ceux qui étaient les plus précaires. Mais c'est les femmes qui vont être encore plus touchées par ces changements parce que leurs tâches qui sont indispensables, leurs tâches reproductives, n'ont souvent aucune valeur sur le marché. C'est des choses qui n'ont pas de valeur en argent. Et du coup, elles commencent à être dépendantes des paysans, car c'est seulement les hommes qui ont accès à l'argent et donc qui peuvent payer le seigneur. Tous ces changements vont faire que ce sont les femmes qui se retrouvent à la tête de l'exode rural du XIIIe siècle, car elles fuient pour essayer de trouver une meilleure vie en ville. Deux siècles plus tard, le mouvement des enclosures commence. À la base, enclore, ça veut juste dire mettre des obstacles au libre passage des humains et des animaux entre plusieurs terres. Donc c'est des clôtures ou des fossés. Ici, on entend enclosure comme un terme technique qui comprend les différentes stratégies des riches fermiers et des seigneurs anglais pour supprimer la propriété commune et s'approprier les terres. Alors ça peut passer par des moyens légaux comme acheter des terres et les communaux qui y sont attachés, ou demander au roi un permis d'enclore, mais souvent ça passe par la violence, la force, la fraude, l'intimidation. Au XVIe siècle, les partisans de la réforme protestante qui est composée de catégories diverses de la population remettent en cause l'enrichissement de l'Église catholique et lui confisquent ses terres. Mais en fait, les paysans et les paysannes vont se retrouver perdants dans ce processus parce que les
la noblesse et les marchands qu'on appelle la gentry enclosent les terres qu'ils ont confisquées à l'église, ce qui fait que les contrats de tenure qui permettaient aux paysans et aux paysannes d'utiliser les terres de l'église ne tiennent plus. On va appeler cette période le Grand Pillage. À cette époque, dans les sphères politiques et intellectuelles, on vante bien sûr les mérites de la privatisation des terres. Elle permettrait d'être mieux utilisée, d'augmenter la productivité avec l'innovation agricole, parce que, en gros, l'initiative privée serait encouragée par la propriété privée plus que quand une terre appartient à tout le monde ou à personne en particulier. Mais en fait, si c'est présenté comme étant plus rationnel et plus efficace de privatiser les terres, bizarrement, on observe que les pénuries et la famine continuent en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la nouvelle production sur les terres privatisées va être destinée aux exportations. Par exemple, en Angleterre, avant les enclosures, les terres étaient utilisées pour produire de la nourriture. Après les enclosures, on y met des moutons pour produire de la laine qui sera exportée vers les industries textiles. Les communaux étaient très critiqués, mais pourtant ils étaient vraiment nécessaires à plusieurs choses. Déjà à la survie des paysans, parce qu'en cas de mauvaise récolte, une cueillette par exemple dans la forêt permettait de compléter les repas. Ensuite, ils étaient nécessaires à la cohésion de la communauté paysanne. En effet, ils étaient des lieux d'exercice de la démocratie dans les assemblées paysannes, pendant lesquelles on décidait qu'est-ce qu'on va faire des communaux, où est-ce qu'on va mettre des animaux, qu'est-ce qu'on va cultiver, où, et des décisions comme ça. Et pour finir, les communaux étaient vraiment nécessaires aux femmes. En effet, c'était des lieux où elles pouvaient se retrouver entre elles pour élaborer leur point de vue sur la politique du village. Et aussi, c'était des lieux de récolte ou de cueillette qui leur permettaient de diminuer légèrement leur écart de ressources avec les hommes. Après un siècle de cette organisation agricole, la pauvreté a explosé. Le système de coopération et de solidarité de la communauté paysanne est vraiment mis à mal par la nouvelle organisation du travail qui passe par des salaires, du coup des contrats individuels de travail. Ces contrats sont d'abord destinés aux jeunes hommes, ce qui creuse les inégalités et brise la solidarité entre les générations et entre les hommes et les femmes. Le vagabondage augmente car de nombreuses personnes ont été chassées de leurs terres et ce choix du nomadisme n'est pas sans risque parce que si les autorités trouvent les vagabonds, ils les pendent ou les forcent au travail. Bien sûr, il y a toujours des résistances. Les luttes contre les enclosures durent du début des enclosures, du coup le XVe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a de grosses émeutes qui sont souvent les lieux de massacre. Par exemple, au Norfolk ou à Norfolk, je suis pas sûr, en 1549, il y a eu vraiment une grosse émeute qui a fait 3000 morts. De nombreuses femmes font partie de la lutte contre la privatisation des terres. Par exemple, elles font le siège des boulangeries quand elles suspectent que leur blé va être détourné pour les exportations. Certaines émeutes ne contiennent même que des femmes. Par exemple, en 1607, 37 femmes conduites par une capitaine Dorothy attaquent les mineurs de charbon sur une zone qu'elles considèrent faire partie de leurs communaux du village de Thorpe Moor. Au début, les femmes étaient moins arrêtées car elles étaient considérées comme sous la responsabilité juridique de leur mari. D'ailleurs,
des hommes se travestissaient pour échapper aux punitions quand ils résistaient à l'expropriation. Mais ensuite, les femmes sont envoyées aux prisons comme les hommes. La présence des femmes dans le mouvement contre les enclosures va de soi. Déjà parce que si ce sont des mères de famille, c'est elles qui font à manger et du coup, c'est elles qui mesurent le plus rapidement les conséquences des famines. Ensuite, on l'a vu, c'est leur vie qui est la plus menacée par les enclosures. Et pour finir, c'est beaucoup plus dur pour elles de faire le choix du nomadisme parce que quand elles sont mères, c'est elles qui ont la responsabilité des enfants et tout simplement, en tant que femmes, elles sont plus enclines à recevoir la violence masculine et elles subissent la misogynie qui est de plus en plus fréquente à cette époque. Les luttes contre la privatisation des communaux s'achèvent au XVIe siècle. Et le mouvement des enclosures, lui, se termine au XVIIIe siècle en ayant détruit des milliers de communautés rurales. On est presque à la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'avais envie de faire une petite partie de bilan sur les conséquences des enclosures. D'abord, elles ont permis le passage de la propriété commune, des communaux, à la propriété privée. Ensuite, l'enclosure, la phase des enclosures, ça a permis l'accumulation primitive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la concentration dans les mains de peu de gens qui sont les commerçants et la bourgeoisie, des moyens de production et de l'argent. Ajouté à la commutation des services en travail en paiement en argent, ça fait passer d'une économie de subsistance, où l'on consomme ce que l'on produit, à une économie marchande, où on travaille auprès des détenteurs des nouveaux moyens de production en échange de salaire, pour pouvoir acheter ce que l'on consomme et que l'on ne peut plus produire soi-même. Ce passage sépare les activités de production, qui sont échangées en échange d'argent sur un marché, aux activités de reproduction, qui sont surtout celles des femmes et qui en sont exclues. On voit du coup l'apparition d'une classe de travailleurs et de travailleuses pauvres qui n'a que sa force de travail comme ressource, c'est le prolétariat. C'est l'inégalité de ressources créée par l'accumulation primitive qui va permettre l'exploitation des prolétaires dans le cadre du salariat qui va peu à peu devenir le rapport de production dominant et complètement remplacer le servage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a pas trop plombé le moral parce que cette période de l'histoire n'est vraiment pas très réjouissante. Mais en même temps, je me demande s'il y a des périodes de l'histoire qui sont réjouissantes. Et ça va pas s'arranger pour les 2 prochaines vidéos sur Caliban parce qu'on va vraiment attaquer la chasse aux sorcières.